Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de 360 degrés. Aujourd'hui, vous avez tous forcément dans la main ou dans la poche un téléphone portable. Si vous n'êtes pas en Wi-Fi, vous utilisez fatalement soit de la 4G ou sa prédécesseur, la 3G. Néanmoins, depuis quelques mois, voire années, on entend parler d'une nouvelle génération, c'est la 5G. Pourtant, on ne connaît pas énormément de choses dessus. Et de nombreux acteurs expriment un peu leur aversion pour cette nouvelle technologie. Alors pourquoi une telle méfiance à l'égard de cette 5G? C'est l'une des premières questions qu'on a décidé de poser à Paul Emmer dans notre tour d'horizon. Salut Paul. Salut Thibaut. Du coup, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette fameuse 5G? Déjà, il faut commencer tout simplement. Il y a deux types d'utilisateurs. Donc les utilisateurs comme toi et moi qui utilisons la 5G pour Internet par exemple ou Safari, regarder des vidéos YouTube. Et là, la différence, ce sera tout simplement que le temps de chargement sera moins lent. Mais après, il y a un autre type d'utilisateur qui est un peu plus sérieux. Ce sont les entreprises et les gouvernements. Et là, c'est une autre paire de manches. En gros, on pourrait en arriver à permettre potentiellement la chirurgie à distance. Ou une autre idée, c'était les voitures autonomes. Et donc, c'est plutôt une question stratégique. Et alors, tu dis que cette technologie, elle va permettre un temps de chargement qui sera beaucoup plus rapide. Yeah. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour la 4G, pour charger une vidéo de 1 giga, il fallait 7 minutes. Bon, là, pour la même vidéo d'1 giga, il suffit de 10 secondes. Ah ouais, c'est colossal quand même. Yeah. Et qui produit cette fameuse 5G du coup? Donc, il y a deux fournisseurs principaux, un chinois et un américain. Ils sont en forte concurrence sur le sujet. Donc, le chinois, c'est Huawei, je pense que tout le monde connaît. C'est les plus gros vendeurs de téléphones mobiles depuis 2020 dans le monde. Après, c'est important de remarquer quand même qu'ils sont en partie financés par donc le gouvernement chinois. Et en échange, en contrepartie, ils se doivent de donner toutes les informations qu'ils récoltent dans les pays. Donc ça, c'est important pour le côté stratégique. Et puis ensuite, il y a les Américains, donc Qualcomm. Et donc, ils sont spécialisés dans la recherche et le développement de téléphonie. Et au niveau européen, on a des personnes ou des entreprises qui se démarquent? Ouais, on a Nokia et Ericsson au niveau européen. Mais alors comment du coup les pays ils vont choisir leur fournisseur de 5G? Ça, ce sera dans les prochains mois, prochaines années que ce sera donné. En tout cas, en France, on a déjà refusé de passer par Huawei pour, en tout cas, les grosses villes comme Paris, parce que c'est pour le côté stratégique, on évite l'espionnage, parce que dans les grosses villes comme Paris, il y a des informations qui peuvent être importantes. Ouais, elles sont sensibles. Et oui, voilà, elles sont sensibles et il faut les garder, les préserver un peu de ça. Et on aura de la 5G du coup finalement en France? Oui, en fait, on en a déjà. Du coup, pas dans ces grandes villes, mais dans certains endroits en France, on peut déjà en trouver. Pour l'instant, Emmanuel Macron privilégie donc la solution sécurité européenne qui est Nokia et Ericsson. Et puis Orange, qui est une grosse entreprise aussi, qui a déjà choisi ces deux fournisseurs pour doter ses utilisateurs en 5G. Donc voilà, on a un peu compris quels étaient les enjeux de cette 5G grâce à Paul, mais maintenant on a besoin de comprendre tout ça un peu mieux grâce à une carte, c'est l'heure de cartes sur table. Salut Clem. Salut Thibaut. Du coup, j'ai une première question pour toi. Comment cet enjeu autour de la 5G, il va se concrétiser sur une carte? Alors en fait, on est face à un enjeu géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Et en fait, les deux pays veulent étendre le plus possible leur réseau mobile à l'étranger, donc dans de nouveaux territoires ou même pays. Et à ce stade, la scène internationale doit choisir un camp. Est-ce qu'ils veulent se rapprocher plutôt de la Chine ou plutôt des États-Unis pour certifier leur transition numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Ok, alors explique-nous, tu nous as amené une carte, on distingue des pays qui sont en rouge, ça correspond un peu à quoi? Alors oui, donc on voit pas mal de couleurs sur cette carte. Les pays en rouge correspondent aux pays qui ont banni ou vont bannir Huawei de leur territoire. On peut voir, donc à part les États-Unis qui sont forcément contre la Chine, on va trouver l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Taïwan. Voilà, c'est des exemples. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que si on considère ces pays comme un ensemble, c'est déjà un tiers du PIB mondial. Alors là, tu nous as cité aucun pays européen, il y a une raison? Alors non, il n'y a pas vraiment de raison. En Europe aussi, on va trouver des pays qui ont banni ou vont bannir Huawei. C'est le cas par exemple de l'Angleterre, de la Suède, de la France et même de l'Allemagne. Par contre, on ne peut pas
on ne peut pas certifier que l'Europe va se tourner vers Qualcomm. Parce qu'on va trouver des pays qui hésitent encore, ou même des pays qui veulent assurer un réseau 5G européen. Donc ils vont se retourner vers l'Europe du Nord, vers des entreprises comme Nokia ou Ericsson. En fait, il n'y a pas de décisions européennes qui sont prises communément. Pas du tout. Et alors, il y a aussi des pays qui sont en vert. Du coup, j'imagine que c'est des pays qui se tournent plus vers Huawei. Oui, exactement. Alors, dans cette situation, c'est vraiment l'inverse des pays rouges. Donc, on va retrouver des pays comme, par exemple, le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Turquie, et même des pays européens comme l'Italie ou la Grèce. Donc, c'est des pays qui ont ouvert leur marché aux produits Huawei. Mais qu'est-ce qui explique un peu ce foie de ces pays? Parce que ça peut paraître... Ce qui est très intéressant, c'est que Huawei profite du rapprochement diplomatique de la Chine avec les puissances émergentes. Donc c'est pour ça qu'en vert, on va retrouver beaucoup des pays qui sont des BRICS, par exemple. Des exemples de rapprochement, ça peut être les investissements à l'étranger de la Chine, des projets internationaux comme la route de la soie, ou encore des rapprochements binationaux entre Chine et d'autres pays. On retrouve beaucoup de ces arrangements diplomatiques en Afrique. La Chine-Afrique. Exactement, Ouais. mais aussi en Amérique du Sud. Super intéressant. Merci beaucoup Clem, on comprend mieux grâce à cette carte comment ça s'organise au niveau mondial, mais vous nous avez aussi posé vos questions pour comprendre un peu mieux ce sujet et évidemment on a choisi d'y répondre, c'est l'heure de vos questions. Salut Paul. Salut Thibaut. On nous a posé quelques questions sur Instagram et sur Facebook et la première c'est celle-ci, elle vient de Charles, il nous demande d'où vient cette méfiance des USA envers Huawei. Alors il y a deux problèmes, il y a un problème public et un problème interne. Le premier, le problème public, c'est le problème de la cybersécurité que les États-Unis mettent en avant et qui est à l'origine de cette méfiance des États-Unis envers Huawei. En fait, c'est en raison de toutes les menaces de vol de données qui pèsent sur l'entreprise chinoise. Cependant, on imagine bien que c'est davantage un problème de domination et de puissance commerciale qui pousse les États-Unis et anciennement Donald Trump à tendre recul face à Huawei et donc face à la Chine. Puisqu'en fait, si Huawei était amené à obtenir le marché américain, cela signifierait que l'entreprise Huawei et donc la Chine auraient accès à énormément de données des États-Unis et donc elle prendrait le pouvoir sur les États-Unis au niveau commercial. Alors seconde question, est-ce que cette 5G a un impact sur notre santé, nous demande Pierre. Alors mécaniquement, oui, la 5G va augmenter en fait notre niveau d'exposition aux ondes, et c'est normal puisqu'elle ajoute de nouvelles fréquences. En 2011, l'OMS a d'ailleurs qualifié les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes, et tout est là le problème pour l'homme, mais la recherche n'a pas pu établir de lien de cause à effet direct. En France, d'ailleurs, des études sur la 5G sont en cours, mais elles semblent exclure une quelconque danger de la 5G sur la santé, du moins à court terme. Donc on reste un peu dans le flou quand même. Plutôt. Troisième question, c'est Flavie qui nous la pose. Quels sont les impacts éventuels de la 5G sur notre environnement? Alors il y a un énorme consensus sur ce point, puisqu'en fait la 5G, au niveau énergétique, consomme moins que la 4G. En fait, pour un même volume de données traitées, la 5G consomme moins d'énergie, puisqu'en effet, si une antenne 5G consomme plus d'énergie qu'une antenne 4G, elle délivre des débits qui sont beaucoup plus importants et qui permettent de servir un plus grand nombre d'utilisateurs. À terme d'exemple, la 5G permet pour la même quantité de 4G, permet de répartir 4 fois plus de données sur le territoire. Super intéressant. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une demande, si l'offre augmente, la demande va augmenter mécaniquement, non? Exactement, et tout est là le danger, puisqu'en fait, si la demande augmente, nous serons forcément plus exposés à la 5G. Je prends l'exemple de Tesla, par exemple. Dans le futur, nous serons potentiellement exposés à utiliser des voitures électriques, ce qui nous... Autonome, ouais. Voilà, et ce qui nous exposerait beaucoup plus à la 5G. Super et donc aux intéressant. ondes. Et est-ce qu'on se dirige aussi vers une 6G? Alors, la 5G n'est même pas encore répartie sur plus de 5% du territoire. Pourtant, oui, certains industriels commencent déjà à s'y pencher sur la 6G. Et c'est notamment le cas du coréen LG, que tu connais très bien, qui a annoncé l'ouverture d'un centre de recherche dédié à cette technologie. Et lors de la fin de son mandat, Donald Trump, d'ailleurs, dont on parlait lors de notre dernière émission, a expliqué vouloir la 6G le plus vite possible aux États-Unis, avec cette fois-ci une technologie faite maison. Il pourra d'ailleurs s'appuyer sur le fabricant de processeurs californien Qualcomm, dont nous avons parlé dans la première partie, qui déjà effectue les travaux préparatoires par rapport à la 6G. Et du côté européen, l'université d'Oulu, en Finlande, a lancé le projet 6 Genesis afin de réaliser des recherches d'applications sur la 6G dans notre industrie. Et une des applications principales, ce dont je parlais, ce sera la généralisation des robots qui se parleront entre eux dans l'usine du futur. On voit que le monde se transforme quand même. Plutôt, ouais. Merci beaucoup Paul d'avoir répondu à nos questions. Si vous en avez encore, surtout n'hésitez pas à nous les faire via Instagram ou Facebook. On sera toujours très content d'y répondre.
Donc voilà, c'était le dernier numéro de 360 degrés, donc c'est un peu un moment privilégié pour nous de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. D'abord le Media Lab au plateau télé, mais aussi à la radio. Merci aussi à Madame Talma qui était notre tutrice de projet cette année et qui nous a vraiment accompagnés sur l'ensemble de l'année. Et merci enfin à DiploWeb et à son directeur Pierre Verluise. Merci aussi à toute l'équipe, parce que derrière chaque vidéo, chaque concept, il y a 12 personnes qui ont travaillé chez Elsewhere et qui se sont vraiment démenées pour vous proposer le contenu le plus clair et le plus informatif possible. Donc j'espère que ça vous a plu. Dernière personne qu'on a tous envie de remercier, c'est vous. Vous, parce que vous avez porté votre regard sur Elsewhere, vous avez eu un regard critique sur ce qu'on faisait et vous nous avez fait avancer. Donc c'était extrêmement instructif pour nous et c'était une expérience qu'on n'est pas prêt d'oublier. L'année prochaine, un nouveau bureau arrive et je suis persuadé qu'il sera très dynamique et qu'il saura vraiment apporter sa patte à cette vie associative de la FGES. D'ici là, je vous souhaite à tous de super belles vacances et à très bientôt, j'espère. Ciao.